c'est moi qui suis le chef. C'est moi qui décide quand on y va. Alors on y va. Salut! Allez, salut les gars, bam, 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 je rentre dedans, je suis un champion. Aujourd'hui, on va aborder un de mes classiques Disney préférés, facilement dans mon top 5, de la période où la franchise aux grandes oreilles était à son prime, et d'un film qui a autant surpris mes yeux que mes oreilles d'enfant, et m'a fait aussi m'intéresser à la Grèce antique, Hercule. Ça va être bien, ça va aller très bien même. Mais vous me connaissez, pour bien comprendre tout ça, il vaut mieux repartir au début. C'est toujours mieux. Ça c'est très clair. Nous sommes au début de l'année 1992 et Disney vient d'entamer un nouveau virage avec son La Petite Sirène, qui les a fait sortir de quelques années un peu particulières qu'on appelait l'ère post-Walt, ou l'âge sombre. Une période où après le décès de Walt Disney en 1966, les films d'animation de la marque deviennent quelque peu moroses et dépressifs. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un peu hardcore. Néanmoins, le succès phénoménal du Poisson Cheveux Rouges en 1990 va venir bousculer un peu tout ça pour les lancer dans un nouvel âge d'or. Mon préféré. Dans cette optique, une trentaine d'artistes, scénaristes et réalisateurs viennent présenter leur pitch pour des futurs films d'animation en moins de 2 minutes. Ouais, c'est un peu court, mais ça permet de brasser large. Dans un premier temps, il est question d'une adaptation de l'Odyssée de Ulysse, mais l'idée est vite repoussée pour cause de longueur excessive et de manque de personnages marquants. Et dans ce lot sort Joe Haydar, un des animateurs de Bernard et Bianca au Pays des Kangourous, j'adore ce film, qui soumet l'idée d'une histoire centrée sur le légendaire Hercule, une histoire bien différente du film que nous allons bientôt aborder, car à l'époque il était question pour Hercule de prendre parti dans la guerre de Troie, avec comme objectif de lui faire comprendre le pouvoir de l'humilité et que la force ne résout pas tout. Ouais, je connais cette théorie, oui. Vu comment le projet sur l'Odyssée s'est fait décaler, Joe se dit qu'il y a peu de chances que son idée soit validée. Mais étonnamment, à la fin de la session de présentation, le développement de Hercule est approuvé. En passant, dites au revoir à Joe, car son implication dans le projet s'arrête là. Au revoir Maxou, à bientôt. En 1993, après le succès mondial d'Aladin, les deux réalisateurs derrière cette réussite, mes chouchous Ron Clements et John Musker, qui ont également chapeauté Basil Détective Privé et La Petite Sirène, ouais décidément ces gars sont trop forts, débarquent pour la 3e fois avec leur idée pour La Planète au Trésor. Projet qu'ils ont dans les cartons depuis 1985 et qui va de refus en refus. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo juste ici. Ils se font donc recaler une énième fois, ce qui commence vaguement à les agacer. Et faut suivre c'est qui? Le directeur de l'époque, Jeffrey Katzenberg, passe alors un deal avec eux. Lui crée un nouveau film d'animation commercialement viable pour qu'il puisse valider cette espèce de projet dans l'espace là. Un petit pour sucer des bites, il faut du talent, tu sais. Il parcourt alors la trentaine de projets en préparation à ce moment-là, refuse Don Quichotte, La Légende de Pygmalion et Galatée, et le tour du monde en 80 jours, et sont finalement séduits par le pitch de Joe sur Hercule, notamment par l'idée de délivrer une satire du monde moderne et de pouvoir réaliser un film de super-héros. Fin 93, la production commence donc, avec pour inspiration les comédies loufoques de l'âge d'or d'Hollywood, Musker désirant bâtir Hercule d'après le jeune James Stewart dans Monsieur au Sénat, et Meg d'après Barbara Stanwyck dans Un cœur pris au piège. C'est un film Paramount. Et au cours de cette phase de préparation, ils arrivent rapidement à un constat simple, ils ne vont pas représenter l'histoire traditionnelle de Hercule. Bon, je vous passe les détails, mais entre la tromperie de Zeus, les meurtres de Hercule ou la perfidie de Héra, c'est clair qu'on est très loin des scénarios pour enfants qu'affectionne Disney. La mythologie grecque. Ils réfléchissent donc à une approche différente, basée sur un Hercule mi-homme mi-dieu, une famille aimante, et un Hadès qui prendra ici le rôle du grand méchant. Pour ce qui est des lieux où l'aventure se déroulera, ils affectionnent beaucoup le contraste entre l'Olympe et les enfers, et veulent faire de Thèbes une sorte de métropolis grecque nécessitant désespérément un héros, avec un Hercule qui prend de plus en plus la forme d'un Superman de l'Antiquité. Début 1994, après plusieurs réunions et discussions, Musker et Clements rédigent les premières ébauches de scénario, et conçoivent avec Andy Gaskill, un grand animateur et storyboarder de la marque, l'aspect visuel général. Ce dernier supervisera ensuite la direction artistique de l'œuvre. Été 94, les animateurs feront leur traditionnel voyage d'inspiration en Grèce pour s'imprégner des décors naturels et des sites archéologiques. Et à leur retour, ils engagent le grand dessinateur et caricaturiste britannique Gerald Scarfe en tant que production designer, largement reconnu depuis son court-métrage The Wall en collaboration avec Pink Floyd. Et c'est début 95 que la production débute. Le duo de réalisateurs est occupé par l'enregistrement des voix, la conception visuelle, l'animation et la musique, laissant le scénario passer entre plusieurs mains sous la supervision de Barry Johnson, directeur du département narratif. Les scénaristes comiques Donald McHenry et Bob Shaw, de la série Seinfeld, sont recrutés pour ajouter leur humour, et la co-scénariste Irene Mecchi, révélée par le Roi Lion, peaufine la précision du scénario. Enfin voilà, je vais pas vous faire une explication complète, parce qu'au total c'est une vingtaine de personnes qui viennent mettre leur grain de sel dans le scénario. Ça fait beaucoup. Ça fait trop. Du côté des animateurs, c'est près de 700 artistes qui viendront exprimer leur talent sur le film. Ouais, 700 bordel! Ça fait trop. Avec des grands noms comme Andreas Deja pour Hercule, l'animateur de Roger Rabbit, le roi Triton, Gaston, Jafar ou Scar, Sue Nichols, une grande storyboardeuse et character designer sur des films comme Le Roi Lion,
Aladdin, La Belle et la Bête ou encore le trop sous-coté Richard au pays des livres magiques, Eric Goldberg pour Philoctète, qui avait donné vie au génie dans Aladdin et qui accessoirement ressemble comme deux gouttes d'eau à son personnage, Nick Ranieri pour Hadès, qui s'était occupé de Lumière dans La Belle et la Bête ou Miko dans Pocahontas, ou encore Ken Stuart Duncan pour Megara, qui s'était déjà occupé de Belle, Titre. Je vous demande pardon, jeune homme. C'est quand on dit une phrase qui se rapprocherait d'un titre de film porno, on dit titre. et animera plus tard Jane dans Tarzan. Et donc de 95 à 97, ce gratin d'animateurs, scénaristes, producteurs et réalisateurs vont bosser comme des damnés pour nous pondre le 26 novembre 97 chez nous autres français, ce 35e classique d'animation que je m'en vais vous présenter immédiatement. Let's go! Let's go, guys, come on! Et hop, avant de commencer, petit disclaimer, je ne suis pas du tout un expert de Grèce antique. Donc je veux bien faire des rapprochements entre l'histoire originale et le film, mais ça va se limiter à mes connaissances fragmentaires. Donc s'il y a des experts de mythologie grecque dans les commentaires, n'hésitez pas, c'est votre maman les gars. On commence donc avec ce logo mythique, celui qui te faisait tout de suite te sentir bien à une époque, et qui malheureusement aujourd'hui te fait te crisper sur ton siège. Et bim, grosse voix de narrateur bien grave sur fond de sculpture grecque de toute beauté. Il y a longtemps, sur les terres lointaines de la Grèce antique, régna l'âge d'or des dieux tout-puissants et d'extraordinaires héros. Doublé en VO par le monumental Charlton Heston, oui, Ben-Hur en personne, et en VF par Jean Davy, doubleur entre autres de Errol Flynn et Charlton Heston. Logique pourtant. Un narrateur qui nous présente rapidement Hercule, avant de se faire piquer la vedette par mes 5 muses sûres, qui se présentent elles-mêmes comme déesse des arts et proclamatrice de héros. Alors oui, ça va me prendre un peu de temps de toutes les présenter, mais elles ont tellement de classe et de talent qu'elles le méritent largement. Et oui, je sais que dans la mythologie grecque, elles sont 9 à la base. En première, nous avons la meneuse, Calliope, muse de la poésie épique, doublée en VO par Lilia White, une chanteuse très active à Broadway, qui fera également les chœurs dans Anastasia la même année, et en VF c'est Mimi Félixine, qui double également Megara, qu'on verra un peu plus tard, et qui chantera aussi dans les chœurs de Tarzan, Cusco et La Princesse et la Grenouille. Ensuite on a Clio, interprétée en VO par Vanessa White Thomas, une chanteuse et musicienne studio qui a collaboré avec des grands noms comme Luciano Pavarotti, Sting, Michael Jackson ou Stevie Wonder. Ah ouais, quand même! Et en VF c'est Norma Ray, qui a également chanté dans Le Roi Lion, Frère des ours et La Princesse et la Grenouille. Après nous avons Melpomène, muse de la tragédie, doublée en VO par Cheryl Freeman, chanteuse de Broadway, et en VF par Jessica Parker, qui a aussi chanté dans Le Roi Lion 2. En suivant, c'est Terpsichore, muse de la danse, doublée en VO par Rhonda Lachance, oui c'est son vrai nom, grande chanteuse de Broadway, encore une fois, et en VF c'est Debbie Davis, que vous avez déjà entendu dans Le Roi Lion. Au matin de ta vie sur la planète. C'est les émotions en fait. Et pour finir, Tali, la muse de la comédie, interprétée en VO par Rose Ryan et en VF par Assistant Dembélé, rien à voir avec le joueur de foot, et qui a aussi chanté dans Le Roi Lion 2. Il a fini. Voilà, il fallait que je prenne le temps de présenter ces 5 légendes qui, que ce soit en VO ou en VF, envoient du gigabois, et je pèse mes mots. Puisque les voilà qui nous font une présentation des tout débuts de cette histoire, une histoire qui Commence bien avant Hercule, dans la nuit des temps. Et oh mon dieu, vous n'imaginez pas ma frustration de ne pas pouvoir vous faire écouter ces chansons, pour cause de droits d'auteur, mais pour que vous puissiez les avoir dans la tête et dans un souci de compréhension, je tâcherai d'être le plus proche possible dans mes descriptions. Donc, au premier jour du monde, le monde était peuplé d'êtres immondes. Ces dégoûtants, répugnants géants, appelés titans. Et là, je paraphrase littéralement la chanson, hein. Quand soudain survint Zeus, qui les foudroya, Est-ce qu'on t'a déjà foudroyé? et les enferma. On est bien d'accord, ce gars mérite un A, c'est un as. Il a ensuite dompté chaque créature, puis l'Olympe, royaume des dieux, vous connaissez les bails, et ça les amis, y a pas de doute, c'est bien du gospel pur. Car oui, au cas où vous ne le sauriez pas, on a affaire à un Disney de la grande époque, où ça chante de partout, avec comme style musical, le gospel et le R&B cette fois. Et pour ceux qui savent et qui, comme moi, ne comprenaient pas la moitié des paroles de ces chansons, voici enfin la réponse à vos questions. Oh oui, moi aussi j'entends un c'est clair quelque part. Même si sa pointure est des mesures. Oui, moi aussi j'entends des mesures et pas dépasse la mesure. Les dieux font culte si dur. Et oui, moi aussi j'entends les dieux et pas les cœurs. Mais c'est les sous-titres officiels, alors qui suis-je pour juger? On enchaîne plein de grooves sur un titre en or et sur le sublime mont Olympe, royaume des dieux, fait de nuages, où se déroule une fête pour la naissance du fils de Héra. Sois sage, mon ange. Doublé en VO par Samantha Eggar et en VF par Sophie Deschaumes, qui prête également sa voix à Darling dans La Belle et le Clochard et à la sublime Gina de Porco Rosso. Et bien évidemment, de Zeus. Il est fort
comme son père. Doublé en VO par Rip Torn, Z de Men in Black, et en VF par notre trésor national Benoît Alman, doubleur entre autres de Morgan Freeman ou de James Earl Jones, mais aussi de Alex Louis Armstrong, Oogie Boogie, Buzz l'éclair ou encore Louis. Alors oui, le film nous présente une petite famille aimante et aux petits soins, alors que dans le mythe original, Zeus trompera avec Alcmène, descendante du héros Persée, et femme du roi Amphitryon, que nous verrons plus tard, que ce dernier naît dans la ville de Thèbes, que nous verrons plus tard aussi, et que son nom en grec est Héraclès, nom qu'on lui a donné pour apaiser la colère de Héra et qui signifie gloire à Héra. Mais je suppose que vous comprenez que tout ça ne colle pas vraiment avec une jolie petite histoire à la Disney. C'est un bordel. Et donc à cette petite fête sont invités tous les autres dieux du Panthéon, dont Hermès, Oui, j'ai demandé à Orphée d'en faire la composition, il t'enverra la note. messager des dieux et mélange physique parfait entre ces deux interprètes, en VO Paul Schaffer, un directeur musical de Broadway, et en VF Patrice Dosier, dormeur dans Blanche-Neige ou Monsieur Mouche depuis 2002. Même si moi je le retiens surtout pour son doublage de Glenn Quagmire dans Family Guys. Les autres parlent pas, alors ça m'économise le temps de présentation. Remerciements de Zeus pour les cadeaux offerts à son fils, et création en direct de leur présent pour leur fiston. En sabots et en plumes, fait à base de vrais nuages élevés au grain, Pégase, le mignon destrier bleu et blanc. Et il est pour toi, mon fils. Tout ceci est des plus adorables, mais débarque dans le fond mon personnage préféré du film, mon gars sûr, Hadès. Je n'ai jamais été aussi estomaqué depuis le jour où j'ai eu cette boucle de moussaka coincée dans ma gorge. Il est drôle. Dieu des enfers, doublé en VO par le grand James Wood, ce gars dans Contact ou ce méchant marquant dans White House Down, et en VF par le tout aussi grand Dominique Collignon-Morin, doubleur récurrent de Nicolas Cage ou oh bah tiens, James Wood, mais aussi de Le Borgne dans Mille et une pattes, ou Léon le Caméléon dans Monstres et compagnie. Et lui, il me fait encore rire aujourd'hui. Hadès qui est venu voir la descendance de son boss, oui parce que dans le film, c'est bien Zeus qui l'a placé aux enfers. J'ai, et je le déplore, un petit boulot à plein temps que tu m'as, n'oublie pas, si charitablement refilé. Zeus. Petite blague de Zeus, Prends le temps de vivre, tu vas te tuer au travail. Te tuer au travail. Je suis mort de rire. Ainsi seulement, c'était vrai. et on enchaîne sur la suite de notre chanson fil rouge de l'intro, où on nous explique que s'il y a bien un dieu qu'il ne faut pas faire fulminer de colère, c'est bien Hadès. Car il a un dessein démoniaque. Car comme tout le monde le sait, lui, le dieu des enfers, avec les morts et durs et pervers, il n'est qu'injure, blessure et brûlure, et sur votre gauche, Cerbère, le chien à trois têtes qui garde l'entrée des enfers, qui prendra plus tard des vacances pour aller protéger la trappe de Harry Potter 1, merci à lui. Mais encore une fois, comme tout le monde le sait, ça c'est bien du gospel pur. Puis, arrivé dans la bellissime demeure du dieu des enfers, Nécromantéion, qui me fait d'ailleurs vaguement penser au QG des locustes dans Gears of War, et à peine arrivé, il appelle ses deux acolytes, ou esclaves comme vous voulez, Je viens, votre lugubre noirceur. Panique. Désolé, ça va aller. deux petits démons qui me font aussi bien marrer, Pen étant doublé par Bobcat Goldthwait et Panique par Matt Freyer, ce mec de Chérie j'ai rétréci les gosses. Parce qu'en VF, c'est le grand Éric Métayer qui s'occupe de ces deux personnages, que vous avez forcément déjà entendu sur Bob Razowski, Pikli ou Yago, mais c'est également Aldo du Ciné de la Princesse ou encore le rat dans Simbad. Eh bien, bravo, il est très fort. Ils informent leur boss que les moires sont là, et pour les remercier, Hadès leur dit ceci. N'oubliez pas de me rappeler de vous pulvériser après mon rendez-vous. Ce type-là, il est sympa, hein. Transition donc sur la présentation des moires, trois divinités associées au cycle cosmique, capables de filer le fil du destin et ainsi comprendre et interpréter le futur. Rien que ça. En gros, des divinatrices, ici représentées sous des formes catastrophiques. Moi, elle m'excite. S'ensuit donc l'exposition du plan de méchant de notre gros vilain pas beau, basé sur la prédiction des top modèles ici présents. Dans 25 ans, les planètes s'aligneront parfaitement, permettant de libérer les titans et de renverser Zeus afin qu'Hadès prenne sa place. Petite mise en garde à cette histoire. Si Hercule est toujours vivant à ce moment-là, il empêchera ce plan simple mais efficace. Réaction de notre antagoniste. Oui, il est sympa. Fort enquiquiné, il descend dans sa sublime arrière-cuisine et saisit la solution à ce problème, une potion qui permet de rendre un dieu mortel. Bon, vous me direz, il pourrait faire boire la potion à Zeus et l'assassiner froidement, mais il compte plutôt le faire glouglouter au bébé et s'en débarrasser. Ouais, on parle de tuer un nouveau-né, mais étrangement l'ambiance Disney fait que ça passe. On enchaîne donc sur le kidnapping de Hercule, par Pen et Panique, avec cette réaction de Zeus que je trouve hyper stylée. Ils réussissent à l'amener sur Terre, lui font boire la potion, mais se pissent dessus à l'approche de deux humains, interrompant le processus à une goutte près. Voici donc entre en scène Alcmène et Amphitryon, qui serviront de parents adoptifs pour le petit. Ouais, ils sont passés de roi et reine à paysans sans le sou, mais vous savez, c'est pour faire le parallèle avec Superman, qui passe de parents cosmiques au Kent. Bon, nos deux acolytes tentent de finaliser le plan et se transforment en serpent pour lui faire la peau, mais Bébou les attrape, en fait un nœud et les balance dans la stratosphère, préfigurant de sa technique favorite pour se débarrasser des problèmes. Une fois de plus, la Team Rocket s'envole vers votre
En plus, ça colle un peu avec le mythe de base, sauf que dans l'histoire originale, c'est Hera qui envoie des serpents pour l'éliminer. Mais Hadès, il va nous tuer quand il va apprendre ce qui s'est passé. Tu veux dire, s'il l'apprend un jour? Mais bien sûr qu'il va l'apprendre. Si... Et si c'est bon ça? Bah lynx, le lynx. C'est la tuile pour nos 2 divins parents, qui après des recherches se rendirent compte qu'il était trop tard, Hercule devint mortel. Mais n'ayant pas bu tout le breuvage, il conserva force et courage. Par la grâce du ciel. Zeus et Hera pleuraient, ce fils qui ne reviendrait jamais, qui devait regarder grandir sans pouvoir le chérir. Malgré ses noirs desseins, Hadès ne put changer le destin. L'enfant prit fière et belle allure, pas de doute, ça c'est bien, du gospel pur. Faut le dire aussi. Cash. Mais oui, le plus cash possible. Et voilà pour l'intro, avec comme promesse du drame, un gros méchant et des chansons épiques sur fond d'humour. On va se mettre tellement bien. Tu vas voir, on va bien manger. Nous nous retrouvons donc quelques années plus tard avec un Hercule adolescent, doublé en VO par Josh Keaton, Spider-Man dans cette version, et en VF par l'immense Emmanuel Garigeau, que je retiens pour son doublage de Anakin ou de Scamp dans La Belle et le Clochard 2, mais qui a fait trop de trucs pour que je vous le résume ici. Amenant son père et sa mule au marché visiblement, pour y vendre du foin. En passant, il éclate la représentation de Musker et Clemens, juste ici, où ils adorent se caricaturer dans leurs films, et drift pour s'arrêter au centre. Je t'en supplie, reste... D'accord. Reste près de la charrette. T'es un bon petit. S'ennuyant ferme, le jeune homme va aider l'amphoriste, l'enforman, le mec qui s'occupe des gros vases en terre cuite, et qui est doublé par Wayne Knight, mais qui n'est pas très satisfait. Attends, laisse-moi t'aider. Non, ça ira. Mais t'as vu qu'on est sur le coup du gentil boug qui veut rendre service, mais qui ne maîtrise pas assez bien sa force pour le faire bien. Oui, je vous spoil, mais ce qui caractérise Hercule, c'est sa force... herculéenne, hein. Oui, d'où l'expression. Mais non, mais si. Suite à ça, il sort et veut jouer avec des jeunes de son âge au frisbee. Seulement, ils sont pas vraiment d'accord. Nous sommes déjà 5 et nous voulons une équipe avec un nombre pair. Eh, attendez une seconde, 5 ce n'est pas un nombre pair. Salut Herc. Quel nul. Je crois qu'on devrait l'appeler Hercule nul. Les gars, le harcèlement déjà je peux pas supporter, mais alors harceler un mec qui peut t'éventrer avec seulement son petit doigt, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Heureusement que notre héros est un gentil petit gars, et je fais pause ici pour vous montrer que parfois les animateurs font ce qu'ils peuvent. On va dire. Retour du frisbee, Herc l'attrape et percute un poteau que notre champion va tenter de retenir à la force de ses bras, ouais il est vraiment balèze, seulement dans sa mauvaise gestion de sa force, il l'envoie valdinguer contre un autre poteau, entamant une réaction en chaîne qui va faire s'écrouler l'entièreté du marché. Ouais, c'est emmerdant ça. Mais c'est emmerdant, comme vous dites. Réaction des gens face à ce surprenant drame. Cette fois-ci, j'en ai ras. L'enfant amphitryon. Ce garçon est un danger public. Bien trop dangereux pour vivre avec des gens normaux. Alors, je comprends un peu la colère, mais je tiens juste à attirer votre attention sur le fait que c'est pas sa faute. Regardez la scène. L'autre blondinet envoie le frisbee, Hercule s'élance pour l'attraper, et est carrément emporté par la vitesse et la force de l'objet. Autant vous dire que même s'il s'était pas élancé pour l'attraper, le frisbee aurait heurté le pilier, aboutissant à un résultat identique. Par contre, faudra juste m'expliquer où ce gringalet a trouvé la force d'envoyer son jouet avec autant de puissance. Rejeté par tous, Hercule va cogiter sur la colline. Son père essaie de lui remonter le moral, mais le jeune commence à se demander où est sa place. Il y a des moments où j'ai le sentiment que ce pays n'est pas le mien et que je devrais aller vivre quelque part ailleurs. Fils, je sais que ça n'a aucun sens. Il va donc se lancer dans sa I Wanna Be Song, chanson ô combien merveilleuse que tant d'autres personnages principaux d'autres classiques Disney ont pu fredonner au fil des années. C'est la chanson qui présente les attentes et les envies du personnage principal et annonce le chemin que le héros empruntera pour conclure son arc. J'ai souvent rêvé d'un lointain pays. Entrecoupé par cette petite scène, où les parents adoptifs de Hercule lui montrent le pendentif qu'il avait autour du cou quand ils l'ont trouvé, pendentif sur lequel se trouve le symbole de Zeus. Frappé d'un éclair de génie, éclair, Zeus, t'as compris ? Il décide de se rendre au temple du dieu pour aller y trouver les réponses à toutes ces questions, et la musique reprend de plus belle. Je ne peux évidemment pas vous la faire écouter, mais tout ce que vous avez à savoir c'est qu'il prend le chemin de son rêve d'enfance, vers des lendemains au glorieux destin, afin qu'en chemin il découvre enfin ce que son cœur cherche en vain, Le monde qui est le mien. Après un long périple, visiblement, il arrive devant la statue du dieu, se met à genoux et demande à Zeus d'exaucer sa prière. J'ai besoin de savoir qui je suis. À quel monde j'appartiens. Et je sais pas à quoi tu t'attendais, tu parles à du granit, mon garçon. Je parle tout seul. Par chance, c'est un Disney, et v'là-t-il pas qu'un éclair foudroie la statue, Foudroyé. et qu'elle s'anime sous nos yeux ébahis. Mon gentil Hercule. Tu m'étonnes qu'il ait peur, il y a 300 tonnes de pierre qui essaient de l'attraper. Moi j'aurais fait une crise cardiaque à sa place. Notre héros apprend rapidement qu'il est son père, le dieu, pas la statue. Tu ignorais que tu avais un père célèbre, pas vrai? Surprise! Mais alors, si c'est son fils, ça veut dire qu'il est... Un dieu
Oui. Choqué mais pas déçu, il demande pourquoi il est sur Terre et pas avec eux. Zeus lui raconte alors son terrible enlèvement et son état de mortel qui l'empêche de vivre parmi les siens. Car comme chacun le sait, Seuls les dieux peuvent vivre sur l'Olympe. mais pas de panique, il explique que s'il prouve qu'il est un vrai héros sur Terre, il deviendra un dieu. Oui, apparemment c'est comme ça que ça marche. Ne sachant pas comment parvenir à un tel exploit, son père lui dit dans un premier temps qu'il doit trouver Philoctète, l'entraîneur des héros, et lui file son cadasson du début, qui lui aussi a bien grandi. Oh, fais gaffe! Ouais, c'est l'équivalent de papa qui dit à son fiston « Écoute, finis d'abord tes études de médecine, on en reparlera après, d'accord ?» Avant de lui filer une belle Mustang toute neuve, mais vas-y, tranquille. Plein de joie d'avoir enfin trouvé sa voie, Hercule s'élance sur son destrier et chante la fin de cette sublime chanson, en route vers un pays des héros qui demain sera le sien. Et oui, pour les plus attentifs d'entre vous, c'est exactement la même chose que Superman, qui arrive à sa forteresse de solitude pour que son père, Jor-El, lui demande de devenir le protecteur de la Terre. Et oui, moi aussi, je suis méga hypé. Mon Dieu, ça va être merveilleux. Il arrive donc sur une île mystérieuse, une île pleine de brume et de statues ultra stylées. Il s'avance un peu et observe quelques nymphes, des divinités féminines secondaires personnifiant les forces vives de la nature, et à ses côtés, un étrange arrière-train poilu. Curieux, il l'attrape, pensant déloger une brebis coincée du buisson. Wow! Hey! Bah les pattes, Blanc-Bec! Mais il s'agit en réalité de Philoctète, qui se paluchait gentiment le schlabading-dong dans les feuillages. Présentation. Dans la mythologie grecque, Philoctète, fils de Péas, est un membre de l'expédition des Argonautes et fidèle compagnon d'Héraclès. Bon, je vous passe les détails, mais suite à un mauvais jet de dés de rencontre avec une flèche empoisonnée, Et puis j'ai pris une flèche dans le genou. il est abandonné sur l'île de Lemnos par ses copains, qui s'en vont sans lui prendre la ville de Troie parce que, je cite, il pue trop. Oui, la flèche qui lui est tombée dessus lui a provoqué un ulcère nauséabond. Voilà. Non, c'est juste que je tenais à en parler. Dans le film, c'est un satyre, né d'une fusion entre le Philoctète du mythe et de Chiron, un centaure. Et je vous laisse chercher ce qu'est un satyre et qui est Chiron parce que j'ai pas que ça à faire. Du coup voilà, Philoctète. Appelle-moi Phil. Et moi je l'adore, pour deux raisons. De 1, il est cynique et comique à souhait, et de 2, il est doublé par Patrick Timsit en français, qu'on avait tous déjà adoré en tant que la taupe dans l'Atlantide l'Empire perdu. Oh oui, Patrick fait partie d'une très courte liste de star talent compétents, comme Garcia sur Mouchou ou Dubosc sur Marin. Ah oui, et en VO il est doublé par le très grand et ressemblant Danny DeVito. Parce qu'en fait, il est pas si grand que ça. Le jeune lui broie la main en guise de présentation et lui annonce qu'il veut devenir un héros. Seulement Phil n'est pas de cet avis. Pourquoi? 2 mots. Je suis à la retraite. C'est toi qui es con, tu connais rien en calcul! Et après que Herc ait insisté un peu, le satyre le fait entrer chez lui pour lui montrer son Hall of Fame des héros qu'il a entraînés. Et là c'est la fête des anachronismes, il y a tout le monde. Le mât de l'Argos, la toison d'or, le cheval de Troie. Mais c'est cool, alors on va dire que ça passe. Phil se lance dans les exploits de ses poulains, avec en tête Achille la légende. Ça, c'était un gars qui avait tout pour lui. Puis il nous expose son rêve, entraîner un vrai héros, si grand que les dieux accrocheraient son image dans les étoiles, et tous les gens diraient « C'est le poulain de Phil. C'est ça. » Soucieux de lui montrer que lui peut tenir la distance, notre champion l'amène dehors et fait ceci. Au nom d'un bouc. Alors c'est clair qu'il y a de quoi au moins réfléchir à la question. Et pour finir, il lui raconte son bail de héros, dieu, etc. Hilarité du satyre qui se met à chanter sa désapprobation. Zeus! La montagne! Ton beau poulet! Mais Zeus s'en mêle, foudroie le coach, Foudroyé! et là on peut commencer ce petit bijou musical qui servira de training montage. Comme quoi il a toujours rêvé de trouver un champion du monde, et pas une cloche qui se fait sonner par le gong, un gagnant de trophée, pas un catastrophé, et que pour Hercule, il lui faut un manager, un bon marchandiseur, satyre superviseur, Et wow! C'est encore mon ulcère! Comment? et oui, rappelez-vous de son ulcère. J'ai pas compris. Ulcère, pardon. Ensuite, quelques petites règles d'usage. La première règle du Fight Club est... Quand tu secours une damoiselle, ne secoue pas trop la belle! La seconde règle du Fight Club est... Concentre-toi! Troisième règle du Fight Club. Vise! D'après lui, façonner un vrai héros est un art qui meurt. C'est comme vouloir peindre un beau tableau. Ça demande du cœur! Un Tokara-te qui deviendrait un caïd, ce serait une pointure sur mesure, et bim, transition dans la phrase vers la dernière forme de notre Hercule, adulte. Et après un tel entraînement, c'est son dernier concert, dernier coup de poker, avant que l'enfer le prenne comme bouc émissaire. Son dernier espoir, Car cet espoir, c'est toi! comment je l'adore cette chanson. Rien que pour avoir réussi à faire chanter Patrick Timsit, je leur tire mon chapeau. Un Hercule adulte, doublé en VO par Tate Donovan, qu'on a pu voir récemment dans Rocketman, et en VF toujours par notre Emmanuel Garigeau. Ouais, certains doubleurs français arrivent à adapter leur voix en fonction de l'âge du personnage, enfin pour les meilleurs. Les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur! J'en profite en passant pour vous dire que quand Hercule chante, c'est pas les mêmes acteurs. En VO, c'est Roger Barthes, qui faisait les parties chantées de Scamp dans La Belle et Clochard 2, et en VF, c'est Emmanuel Dalfinet, qui s'occupe des parties chantées de Aladdin dans le 2 et le 3. Et donc, après quelques années à s'entraîner, en route pour Thèbes, la ville parfaite pour mettre à profit ses talents. Seulement sur la route... Ça, c'est le signal d'alarme de ton DED! Damoiselle en détresse!
Nous arrivons donc à l'intérêt amoureux de ce film, la sublime et déroutante Megara. Laisse tomber, Junior. Doublée en VO par Suzanne Egan, Lynn dans Le Voyage de Chihiro, et en VF par Mimi Félixine, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais ça, on l'a déjà dit. Et la demoiselle est emmerdée par un centaure du nom de Nessus. Je les aime, mon furie. Mais pourquoi se fait-elle emmerder, me direz-vous? Eh bah c'est une très jolie femme, et lui un centaure. Ouais, faut pas chercher plus loin. Exaspéré, le héros débutant s'avance de tout son plastron et tente de la jouer médiateur du dimanche. Alors le centaure lui rappelle gentiment les règles. Quand on se bat, on raconte pas sa vie. Ouais, on n'est pas dans un film intellectuel, Herc. Ici, c'est à celui qui met les plus grosses patates, hein. Utilise ta tête. Alors là, je veux pas me servir de ma tête. Pas tout à fait ce que j'avais prévu, mais pas mal. Il le finit, titre, et fonce vers la belle pour faire les présentations, avec l'aisance d'un enfant qui rencontre Mickey. Est-ce qu'il y aurait un nom assorti à ces impressionnants pectoraux? Ah, mais on sait qu'on n'a pas signé pour un cerveau, mais pour des muscles, hein. Comment est-ce arrivé avec le... Le ballot au sabot. Tu connais les hommes, ils croient que non veut dire oui et laisse tomber veut dire je t'aimerai toujours. T'inquiète pas, le nain là-bas t'expliquera ça plus tard. Et la voilà qui part en roulant du cul. Par contre, faudra m'expliquer où elle met ses organes. On est au-delà d'une taille de guêpe là, son ventre c'est l'épaisseur de ma cuisse. Après cette rencontre marquante, les hommes repartent pour Thèbes et nous suivons Megara qui met une balle perdue à Disney. Oh, qu'ils sont mignons. Une paire de rongeurs qui cherchent un parc d'attractions. Suivi de l'entrée en scène de Peine, de Panique et Hadès. Et c'est là qu'on comprend que cette histoire de centaure cache en fait une mission visant à recruter des vilains pas beaux pour l'armée du dieu des enfers. Elle dit avoir croisé un certain Hercule, mais vous étiez pas censé l'avoir éliminé? Aussi mort qu'on peut l'être, ce sont vos mots exacts, alors. Il s'agit peut-être d'un autre Hercule. Ah oui, vous savez, Hercule est un nom très populaire de nos jours. J'avare, je croissais, plus respirer, j'avare. Après son accès de colère à la Kylo Ren dans Star Wars, Hadès se console en se rappelant qu'il est mortel et qu'ils peuvent encore l'éliminer. Par contre... Cette fois, hein, plus droit à l'erreur. Et on sait pas pourquoi Meg bosse pour lui, mais je suis sûr qu'on l'apprendra plus tard. On arrive enfin à la grise et bordélique Thèbes, avec ses clichés contemporains comme le fou de la fin du monde et l'exhibitionnisme de cadran solaire. Ouf, j'ai eu peur. Hercule vient se présenter comme nouveau héros du coin, mais comment dire? Il me semble que vous avez besoin d'un héros. Ouais, et t'es qui, toi? Il se trouve que je suis un héros. Jeune homme, nous avons besoin d'un héros professionnel, pas d'un amateur. C'est vraiment le cliché des New-Yorkais blasés, hein. Phil le défend, seulement il a une réputation ici. N'as-tu pas cette vieille bique qui a entraîné Achille? T'as raison. Il a crevé son étalon à coups de talon. Prends les talons dans l'estomac. Dépité, Herc se demande comment il peut prouver qu'il vaut le coup si on lui laisse pas sa chance. Ce qu'il faudrait, c'est une bonne catastrophe ou un désastre. Et débarque Megara, qui se la joue. Aidez-moi! Il y a eu un terrible accident! Voilà exactement ce qu'il te fallait. Ils arrivent sur le lieu du drame, avec toute la ville en spectateur, et Herc utilise ses gros bras pour soulever le vilain caillou qui bloquait deux gamins. Super, monsieur, vous êtes vraiment très très fort. Tâchez d'être un peu plus prudent une autre fois, d'accord les enfants? Oui, c'était Peine et Panique, on commence à avoir l'habitude. Super! Monsieur, je lui ai fait le coup de l'innocence. Comme par hasard. Toujours ensemble, ces deux-là. Hadès, posé derrière, est là pour profiter du spectacle, car sort de là-dessous une sublime hydre en image de synthèse, ouais, une sacrée prouesse pour l'époque d'ailleurs, qui passe encore crème aujourd'hui. Et c'est parti pour le premier round. Le combat commence, mais va rapidement tourner mal pour notre ami. Comme un phare éclair en la ligne noire. Mais non, ne vous en faites pas. Un coup d'épée et quick, plus de tête. Seulement si vous connaissez vaguement le mythe, vous savez comme moi que quand on coupe une tête, deux autres repoussent. Et j'en profite ici pour vous dire que quand Hadès prononce ces mots... Les gars, relax, c'est seulement la mi-temps. C'est méta parce qu'on est pile au milieu du film. Pile au milieu, à 50-50. C'est donc parti pour la P2 du boss, avec Tauren comme monture, Pégase pardon, et en quelques minutes, il y a tellement de têtes qu'on se demande comment elles tiennent tous sur un si petit corps. Tu vois ton pas que plus tu lui gonfles la tête, plus elle s'entête. Mais bien sûr, où avais-je la tête? Hercule est désarçonné et tombe dans cet enfer de coups et de bouches, qui m'avait grave fait bader quand j'étais plus jeune d'ailleurs. Il se retrouve bloqué contre la paroi d'une montagne, s'apprête à se prendre le coup fatal. Titre, tu me coupes encore une fois la parole et je te fais sauter les molaires. Voilà enfin ma partie préférée du jeu. La mort subite. Mais dans un dernier geste désespéré, il frappe la montagne de toutes ses forces et ensevelit la créature sous les rochers. Mort, mais vainqueur. Non, pas non, je t'en supplie. Tristesse générale, joie de Hadès. Je sais. Et match. Mais de courte durée car il a survécu, planqué dans la mimine du gros méchant. Il est vivant, il est vivant. Victoire totale et absolue et foule en liesse. Phil étant pas moison. Tu l'as fait, petit. Tu l'as fait. T'as gagné par KO.
Aérosismique. Tout le monde est refait, sauf Hadès, qui n'a pas dit son dernier mot. Et comme le disent si bien les muses, à partir de ce jour, Hercule devint l'idole des foules. Il était plein de flammes, de charme, et si cool. C'est géant, erqué dans le vent. D'allégresse en Grèce, on chante qu'il est le plus grand. C'est un pro, l'Apollo du show. Un monstre sacré qui met tous les monstres KO. Lui le marmoquis ne disait mot. 2-0 à Héros, il a changé de peau. Je suis un pot. 2-0 à Héros. Et puis avec lui, un sourire et toutes les filles sont en extase. Elle frappe leur héros sur chaque peau. Il pleut le pactole sur notre idole, qui vole vers l'acropole. Mais il ne part pas sans elle. Je ne m'envole jamais sans elle. Ouais, la scène trône comme une reine au milieu du film et me phénoménalise de classe. En plus d'être un savant mélange des 12 travaux d'Hercule et d'une critique plutôt acerbe de la célébrité et de ses travers. Supplément petite pique pour Disney. Ouais, rappelez-vous qu'on a 2 semards à la réalisation qui sont là pour un peu se venger d'attendre 15 ans pour qu'on valide leur projet. Et devant le talent du boug, notre Hadès il pète littéralement les plombs. Surtout si ces 2 sbires ramènent des produits dérivés du mec sous ses yeux. Et cette vanne me fera toujours rire. Et toi, tu as mort ces marchandises. Une petite goutte. Et ça, c'est du génie. Incapable de lui faire la peau, il décide d'utiliser les charmes de Meg. Elle refuse, mais là on va avoir l'explication du pourquoi du comment Mademoiselle travaille pour ce pourri. Ah bah c'est pas trop tôt. Alors, par le passé, elle est tombée amoureuse d'un type, le type est mort, et elle a vendu son âme au dieu des enfers pour le ramener. Et pour la remercier, il a filé à la Péloponnèse avec une Messaline. Ouais, il est parti voir ailleurs en gros. Ah oui, ça fait très mal. Voici donc le deal. Tu trouves le point faible du champion et tu obtiens ta liberté. Et là on est sur quelque chose de très intéressant parce que Meg n'est pas une princesse naïve qui succombe à un premier idylle, mais une femme blessée par amour et qui va devoir réapprendre à écouter son cœur. Ça paraît rien, mais c'est une sacrée évolution dans le canon classique des princesses Disney avant elle. Et ça c'est beau. Transition sur Hercule, qui raconte ses exploits à son papounet la statue, tout fier de pouvoir enfin rejoindre les dieux sur l'Olympe. Zeus reconnaît ses talents, mais lui annonce que ce n'est pas tout à fait ça. Tu n'as toujours pas prouvé que tu es un vrai héros. Cette paix, c'est pourquoi luttent tous les vrais guerriers. Et on peut voir un peu d'évolution chez notre personnage principal, qui il y a peu réagissait avec tristesse, mais maintenant il y a aussi un peu de colère. Ah, ça aurait pu être intéressant à développer, la frustration d'un demi-dieu de ne pas comprendre son objectif, la colère qui prend le pas sur la tristesse qui mène comme tout le monde le sait Ton côté obscur. Bon, ça sera quand même vaguement touché du doigt avec la scène qui suit, alors je ne vais pas bouder mon plaisir. Enchaînons donc sur le quotidien du champion, qui pose avec la peau du lion de Némée sur lui, qui en fait est la peau de Scar dans Roi Lion, encore une petite pique pour Disney, pendant que Phil lui fait son planning. Réaction de Hercule. Phil, à quoi bon? Pour lui, toutes ces mondanités ne mènent nulle part. La vie n'est pas juste. Et Phil a beau lui expliquer qu'il est le meilleur des meilleurs. J'en ai vu des héros, et c'est moi qui te le dis. Tu as en toi quelque chose que n'avaient pas les autres. Il ne pourra pas atteindre son cœur comme le fera si bien une Mégara venue le charmer. Tu sors avec moi par la fenêtre, sans rien dire à personne. Tu soulèves un mur de la villa et on est dehors. Ils sortent tous les deux en amoureux, passent une belle journée que le film ne nous montrera pas, et le soir venu, Meg, sous la pression des 2 hommes de main d'Hadès, Arrête ton marathon! Ouais, travaille-le au cœur, ma sœur! cuisine Hercule sur une faiblesse exploitable. Aucune faiblesse. Jamais, jamais. Non, je me porte comme un chat. Super mal, tu es parfait. Il était parfait! Une petite blague pour détendre l'atmosphère. Oups. Je la trouve mieux comme ça. Oui. Ah, c'est de l'humour d'esthète. Donc là, on a un ballot naïf et une blasée en manque de romantisme sur le point de s'embrasser. Tout se passe bien, quand soudain arrive en pégascoptère un Phil tout colère qui vient récupérer son champion. Tu vas aller comme un homme au stadium et accomplir en vitesse l'œuvre de ta vie. Se sentant tomber amoureuse pour le beau grec, Meg se lance dans une chanson, que dis-je, la chanson d'amour ultime, en compagnie des muses pour l'occasion. Oui, parce que Meg, c'est le genre de femme qui, s'il y a un prix pour manque de jugement, a pour sûr le ticket gagnant. Pour elle, nul homme ne vaut de souffrir autant, c'est de l'histoire ancienne, elle jette, elle enchaîne, comme une parisienne sur une appli de rencontre. Oh putain, tu vas avoir des problèmes toi. Mais non, non, jamais, elle ne dira non, non, même si elle vient de le dire 4 fois. Elle avait pourtant appris la leçon, son cœur connaissait la chanson. Mais tout va-ci, accroche-toi ma fille. T'as le cœur trop fragile et vite décide-t-il. Mais c'est pas la peine d'hésiter, car elle l'aime. Oserais-je un jour t'avouer comme je t'aime? J'adore cette musique, j'adore ce film. Tout d'un coup, sorti de nulle part, Hadès. Qui d'autre? Qui coupe symboliquement une statue d'amoureux en 2. Il demande des résultats, mais Meg lui dit qu'il n'a aucun défaut, et aussi d'aller se faire foutre. Trouvez-vous quelqu'un d'autre, moi j'abandonne. Va te faire foutre! Mais alors il y a un petit souci. Aurions-nous par hasard oublié un gentil mini, mais pourtant si crucial léger petit détail?
fille. Tu m'appartiens. Et là on va arriver à un malentendu qui, contrairement à Cars 2, ici est très mal géré. Et vous savez comme ce genre de trope cinématographique a tendance à me sortir du film. Alors regardez bien et suivez bien ce qui se passe. Phil, qui est tombé tout à l'heure du Pégase, se réveille, surprend la conversation des deux Jojo, et alors que la scène d'avant Meg était en mode « Trouvez-vous quelqu'un d'autre, moi j'abandonne ». Là d'un coup, puis à ce moment fort contraignant, elle lâche ceci. Et si je dis « Je veux la tête de super athlète sur une super assiette », tu réponds. À point ou saignant? Sous le regard et les oreilles choqués du satyre, pour littéralement la scène d'après repartir en mode « Ça m'est égal, je ne vous aiderai jamais à lui faire du tort. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Alors je me suis dit au début c'est peut-être Hadès qui imite sa voix, ce qui aurait rendu le truc à peu près valide. Mais non, c'est bien elle qui a un bug de cerveau et qui passe de amoureuse à machiavélique avant de repasser amoureuse juste après. Ce n'est ni logique, ni une façon subtile de faire comprendre à Phil le double jeu de Meg, et encore moins une façon subtile de nous l'apprendre à nous autres spectateurs. Ça me semble assez évident, oui. Voilà, ça pour moi c'est un cas manifeste de faux malentendus gérés avec le cul. Et honnêtement c'est la seule faute que je peux pas excuser à ce film, que j'aime pourtant de tout mon cœur. Hein. Et là j'ai l'impression que ce carton, il va être rouge, même s'il a du mal à sortir de la poche de monsieur l'arbitre. On reprend avec la prise de conscience d'Hadès sur le point faible d'Hercule. Il est imbattable et sans aucune faiblesse. Je crois que il en a, Meg. Et oui, c'est bien toi dont on parle, Meg. Pendant que de son côté, Phil, en PLS, doit aller annoncer son horrible découverte à son poulain. Tandis que Pégase va gentiment se faire avoir par cette belle femelle qui tourne au film d'horreur avec cette scène. Perdu. Et le satyre ne va pas passer par quatre chemins. Une phrase qui peut être interprétée de bien des manières. Oui, parce qu'au lieu d'être clair et de lui expliquer factuellement ce qu'il a vu, il va lâcher des... Ce n'est qu'une petite hypocrite, infidèle, menteuse. C'est une pute. Mais arrête d'insulter Megara et raconte-lui ce que tu viens de voir. Peut-être qu'il sera plus enclin à t'écouter si tu lui narres la rencontre impromptue entre Megara et le fucking dieu des fucking enfers. Bon, il croira peut-être pas sur parole, mais il se doutera qu'il y a quelque chose qui cloche au moins. Et il se vexerait pas comme un gamin pour t'envoyer bouler dans les haltères avec un coup qui aurait pu te tuer, hein. D'accord, compris. Tu ne veux pas voir la vérité. Bien. Phil, attends. Où est-ce que tu vas? J'embarque sur la première galère qui lève l'ancre. Je rentre chez moi. Très bien. Les deux idiots sont en froid, Phil part et Hercule rumine son seum. Quand dans un pop de fumée noire, l'antagoniste débarque et se présente. Baboum, mon nom est Hadès, dieu des enfers. Ça va toi? Le jour tant attendu étant arrivé, il vient demander à Herc de renoncer à sa force pendant 24 heures. Disons les prochaines 24 petites heures. Et il libérera Megara sans lui faire le moindre mal. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison. Elle est pas belle la vie. Je l'adore. Petite précision, si la belle est blessée, le pacte est annulé. Ça va avoir son importance. Et c'est peut-être une technique de brouteur africain, mais elle est suffisamment efficace pour marcher. D'accord. Ouais, banco, transformant ainsi le demi-dieu en plein mortel. Mais... parce qu'il y a un mais énorme. Il libère Meg et dévoile son double jeu à notre héros, pour définitivement saper sa confiance en lui. N'est-elle pas une fabuleuse et géniale actrice? Arrêtez! Que voulez-vous dire? Je veux dire que ton grand amour ici travaillait pour moi. Non. Non. Vous mentez! Ce n'est pas vrai! Tout cela est fort en émotion, mais... Il y a tout un super cosmos qui n'attend plus que moi, avec mon nom marqué dessus. L'alignement parfait des planètes maintenant actif, Hadès se rend à la prison sous-marine des Titans, être ô combien mythologique s'il en est, et les libère sans aucun souci. Lâchant sur l'Olympe ces 4 magnifiques bébés, tous affiliés à un élément. Donc on a Bébou Caillou, Bébou Glagla, Refroidir Zeus, Bébou Feu-Feu, et Bébou Ventu. Ils sont trop mignons. Et dans une belle 2D bien propre, hein. 4 titans et je dis 5 en fait, parce qu'il y a aussi un cyclope, que Hadès va envoyer en mission assassiner Hercule, pendant que les autres attaquent le QG des dieux. Et du côté des divinités, c'est branle-bas de combat. Branle-bas, sus, vous l'avez. Il est fort, très fort, peut-être même trop fort. Mais malgré tous leurs efforts, c'est-à-dire se jeter comme des débiles dans la tornade... Mais pourquoi ils font ça, quoi? C'est débile. Ils ne peuvent rien faire face aux titans, qui se la jouent God of War sur les flancs du mont Olympe. Et à Thèbes, c'est le giga bordel. Et Hercule, malgré ses pouvoirs perdus, va aller pourfendre le gros vilain pas beau comme il peut, pendant que Meg va chercher Philoctète. Il faut qu'on trouve Phil. C'est le seul ami qui puisse lui faire entendre raison. Elle le retrouve au port et réussit à le convaincre. Si tu ne l'aides pas maintenant, Phil sera tué. Son meilleur ami revenu, Herc retrouve la motivation nécessaire pour brûler l'œil du cyclope et lui faire une Star Wars en lui blanquant les pieds, le faisant tomber. Alors de 1, c'est impossible sans ta force que t'aies réussi à faire ça, et de 2, ça l'a pas tué. Mais pas le temps de se poser la question, un pylône sauvage lui tombe dessus. Hercule, attention! Meg! Non!
Choqué et extrêmement déçu, il se jette sur cette saloperie de structure en granit et la soulève sans aucun effort. Et oui, rappelez-vous. L'accord avec Hadès est rompu. Il avait promis qu'il ne m'arriverait rien. Alors oui, on aurait pu trouver une faille dans ce plan en pétant un doigt à la jeune femme, mais je vais pas commencer à y réfléchir parce que là, c'est la tristesse. Meg est mortellement blessée et Hercule doit aller arrêter Hadès au plus vite. Je suis sûr que tu vas t'en sortir. Je te le promets. Ma parole est en béton. En béton, tu parles. Parce que pendant ce temps, sur l'Olympe, les titans ont atteint le sommet et ont fait une salade de fruits avec Zeus, supplément autre dieu mis en esclavage. Mais à peine le temps pour Hadès de s'installer que Herc déboule et libère tout le monde en 2 temps 3 mouvements. Ouais, Hercule, merci mec. Et je sais pas, ça aurait pu partir en gigabaston dieu versus titan, mais les voilà qui se carapatent de peur comme dans un Looney Tunes après seulement 2 pauvres petits éclairs. Foutu pour foutu, Hercule va quand même nous proposer un move de génie en attrapant les pieds de la tornade, et ça s'attrape une tornade. C'est comme essayer d'attraper de la fumée, essayer d'attraper de la fumée avec les mains. Oh et puis vas-y nique sa mère, il fout les autres dans ce titan devant, qui n'en demandait pas tant, et les catapulte vers la stratosphère. Bon, ça conclut très rapidement cette attaque titanesque, mais le plus important arrive. Félicitations, Super Môme, mais au moins j'ai un petit prix de consolation qui m'attend. Une amie à toi qui meurt d'envie de me voir. Parce que de son côté, Meg, agonisante, se fait couper son fil par les moires du début, la transformant en une Mégara toute morte. Et ça, c'est pas cool du tout, je suis pas content. Tristesse infinie. Je suis désolé, petit. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Mais si vous pensez que ça va arrêter notre champion... Si je le peux. Au grand mot, les grands remèdes, il fait de Cerbère sa pute et débarque aux enfers avec une phrase en bouche. Où est Meg? Hadès l'emmène donc au Styx, enfin il faisait de la gondole dessus tout à l'heure, mais là c'est vraiment le coin du Styx où les âmes tombent dans un maelstrom de mort. Mégara est là, mais Hercule ne peut pas l'attraper. De 1 parce qu'on n'attrape pas les âmes comme ça, Ça ne se fait pas. Et de 2 parce que cette rivière a le pouvoir quelque peu contraignant, on va pas se le cacher, de faire vieillir jusqu'à la mort quiconque y plonge. Lourd programme. Du coup, Hercule propose un marché. Prends-moi la place de Meg. Tu as gagné, elle part, tu restes. Bon, suite à ces propos, moi j'aurais gentiment attendu qu'Hadès sorte l'âme de ma bien-aimée du Styx, mais Hercule prend plutôt la décision de plonger. Plongeons. Je comprends pas frère, il vient de te dire qu'il va la faire sortir. Quel besoin y a-t-il de plonger dans cette merde alors? Bon bah allez, laissons les moires couper ton fil et en finir avec tout ça. Qu'est-ce qui se passe avec ces ciseaux? Les fils ne se coupent pas. Ah non, on dirait que son acte a fait de lui un vrai héros, et qu'il est digne d'être... Bon oui, vous comme moi, on sait très bien ce qui se passe, mais des explications arrivent un peu plus tard, ne vous en faites pas. Et si, franchement, il est trop classe avec son aura de dieu là. Il sort donc avec l'âme de sa bien-aimée dans les bras, envoie Hadès faire un petit plongeon, le faisant couler au fin fond du Styx, sous le regard satisfait de ses acolytes. Il sera pas joyeux quand il sortira d'ici. Dis plutôt si il sort d'ici. Si c'est bon ça. Les gens disent avec des scies on refait le monde. Moi je dis et si ma tante avait des burnes ce serait mon oncle. Bon normalement pour Hadès, le Styx c'est un peu sa baignoire. Et ça devrait pas lui poser plus de problèmes que ça, mais on va dire que ça passe. Par contre je tiens à souligner la glauquinesse de ce passage rivière des morts, qui aurait pu me faire bader étant gosse, mais moi je trouvais ça trop cool. Quand même bizarre ce gosse. Ouais, y a pas à dire, Disney ils sont super forts pour prendre des concepts aussi macabres sans traumatiser ou choquer les bambins. Ça c'est vrai ça. Herc ramène donc l'âme de Meg dans son corps, résurrection surprise et joie pour tous. Pourquoi as-tu... Les gens font parfois de drôles de choses quand parle leur cœur. Mais attendez une petite seconde pour le bisou de fin, parce que qui dit Dieu dit retour à l'Olympe, où notre protagoniste va recevoir les félicitations qui s'imposent et des explications. Tu étais prêt à donner ta vie pour sauver cette jeune femme. Car un vrai héros ne se mesure pas par la grandeur de sa force, mais par la force de son cœur. Et à présent, mon fils, tu peux rentrer à la maison. C'est tellement beau. Seulement devant ce moment dont il a toujours rêvé, il renonce par amour. Je veux rester sur Terre avec toi. Choisissant une vie humaine aux côtés de celle qu'il aime. J'ai enfin trouvé le monde auquel j'appartiens. Et ça c'est beau. En plus, il y a ma musique préférée qui se lance. Lisez les muses. Fêtons ça et chantons la naissance d'une étoile. Célébrons la victoire colossale. Balance-moi un coup d'alléluia à la gloire de ses exploits. Musée musette, fais tes trompettes. Parce qu'après tout, c'est l'étoile que la foule acclame. Le héros pour qui les cœurs s'enflamment. Ah putain, c'est génial. Mais non, ils vont le faire. Ah vas-y, je vais chialer, putain. C'est le poulain de fil.
C'était trop bien, j'ai aimé. J'ai adoré. Bon, allez, je vais le dire, c'est un de mes films d'animation Disney préférés. Ouais, tu vas faire quoi? Tu ne commences pas à me chauffer par le callback. Alors je vais évacuer ça tout de suite, mais on ne colle pas parfaitement au mythe de base. Déjà parce que, bonjour le bordel, sinon, on est sur un film d'animation Disney, pas sur un documentaire grec, et surtout parce que, en ce qui me concerne, si le film est bon, je me fous pas mal de quoi c'est adapté. Et oui, pour moi, on pourrait faire 50 adaptations d'une même histoire, si le résultat est bon, les 50 adaptations me vont. Après, il faut que je reste honnête, et je l'ai dit dans ma vidéo sur Cars, ok, c'est pas une bonne adaptation, mais c'est un bon long métrage. L'un n'empêche pas l'autre. Ouais, je sais, de la nuance sur YouTube. Bizarre. Nicolas. En plus, bon, niveau adaptation pas fidèle qui ont mené à des chefs-d'œuvre, vous en avez une ribambelle chez Disney. Cendrillon, Pinocchio, Tarzan, Pocahontas. Lisez les œuvres originales de ces classiques de l'animation pour vous rendre compte du boulot d'adaptation afin de rendre ces histoires regardables pour des jeunes. Du coup, on s'éloigne des meurtres, des trahisons, des infanticides et autres tromperies de divinités grecques pour coller plutôt au monomythe de Campbell et de son héros aux 1001 visages. Classique mais très efficace. Et pour ceux qui seraient ignorants de ce schéma narratif archétypal, il s'agit en gros du parcours classique du personnage principal de base. Le héros débute dans un monde ordinaire, est appelé vers un tout nouveau monde extraordinaire, part à l'aventure avec souvent un maître qui lui apprendra les ficelles de ce nouvel univers, et des amis qu'il peut avoir de base ou se faire sur le chemin. Pendant son aventure, il est confronté à des épreuves, auxquelles il peut faire face seul ou à plusieurs, et au paroxysme de son voyage, il doit survivre à un défi impitoyable, souvent grâce à ce qu'il a appris durant le dit voyage, et après cette ultime épreuve, le héros acquiert un grand pouvoir. De grandes responsabilités. Qui se traduit souvent par une importante découverte de soi. Mais vous pouvez appliquer ce schéma à quasiment toutes les histoires depuis l'aube de l'humanité. C'est vraiment la base de la base. Voilà, simple, efficace. Donc, dans cette optique, un dieu enlevé à ses parents, transformé en mortel plein de force, qui va devoir en apprendre sur lui pour atteindre son objectif de rejoindre l'Olympe, avec l'aide de son canasson et de son maître Phil, à travers des épreuves comme au hasard ses 12 travaux, ensuite aller récupérer l'âme de sa bien-aimée aux enfers, en mettant une patate à son ennemi Hadès, puis obtenir ce grand trésor qu'il pensait être le royaume des dieux, mais qui en fait était l'amour. Ah, l'amour. Ça me va parfaitement. En plus, contrairement à quasiment tous les autres héros et héroïnes Disney avant lui et après lui, Hercule finit le film avec 2 fois plus de parents qu'il n'en avait au départ. Oh oui, parce que des personnages principaux qui commencent leur histoire sans famille, c'est un peu la base chez Disney. Jim n'a pas de papa, Chicken Little n'a pas de maman, Tarzan n'a pas de parents, mais pour notre champion, il finit le film avec 2 fois plus de parents qu'il n'en avait au départ. Un père et une mère génétiques divins, et 2 parents adoptifs humains, présentés tous les 4 comme très aimants, et ça c'est suffisamment rare pour le noter. Pour le cœur du film, les personnages, c'est un sans faute. La naïveté de Hercule, inspirée du charme innocent de son interprète Tate Donovan, la sexiness teintée de tristesse de Megara, dont la tête est inspirée d'un vase avec une boucle grecque à l'arrière, le cynisme de Phil, dont le doubleur Danny DeVito a refusé le rôle une première fois, avant de se faire convaincre par nos 2 réalisateurs autour d'un plat de pâtes entre 2 scènes de Mathilda dans lequel il jouait à l'époque. Mention spéciale à Hadès et ses 2 acolytes, avec un James Wood qui se la joue vendeur de voitures à Hollywood. Pour la petite anecdote, Danny DeVito avait proposé d'auditionner Jack Nicholson pour le rôle, mais ce dernier demandait 15 millions de dollars et 50% des produits dérivés. Bien loin des déjà très appréciables 500 000 $ que Disney lui proposait. Vous êtes un peu trop gourmand, colonel. Tout le monde remplit son taf à la perfection, que ce soit au niveau des expressions, des touches d'humour ou de leurs animations fluides et dynamiques, comme d'hab avec le Disney de l'époque, c'est du triple A. Et je tenais juste à placer ici que voir Phil, qu'on traîne dans la boue depuis le début du film, observer son objectif dans le ciel avec cette petite scène de quelques secondes à peine, je sais pas pourquoi mais ça m'arrache toujours une petite larme. Oh putain, c'est beau. En ce qui concerne la direction artistique générale de l'œuvre, c'est là que pour moi la magie opère, surtout pour 97. En particulier grâce à un gars qui a insufflé son style à toute l'œuvre, Gérald Scarfe. Un grand bonhomme avec un talent monstrueux qui travaillera en étroite collaboration avec les animateurs. Avec plus de 700 dessins originaux tout de même, il donnera les grandes lignes de tout le design du film. Bon, après le mec bosse avec des génies de l'animation qui avaient déjà fait leurs preuves sur d'autres classiques avant, donc autant vous dire qu'avec ce nombre de cerveaux au mètre carré dans les locaux, ils étaient dans une ambiance de travail très professionnelle. En plus, tout ce beau monde a pu bénéficier d'une chose que j'avais jamais vue avant, un boulot de rotoscopie hyper poussé. Alors la rotoscopie, c'est basiquement quand tu recopies les mouvements de ton personnage sur les mouvements d'un acteur réel. Et alors là, préparez-vous, parce qu'on a carrément un film entier de références sur lequel les animateurs se sont basés pour à peu près tout. Le placement de la caméra, le déroulé des chorégraphies de combat, il y a même les passages chantés et tout, hein. Un vrai long métrage entièrement filmé et joué avec des acteurs en costume sur lequel les animateurs ont pu se reposer afin de coller au mieux à ce que voulaient les réalisateurs. Ouais, je sais, c'est assez fou. Et comme dit plus tôt, moi c'est la première fois que je vois ça. Bon, j'avais déjà vu quelques passages d'une œuvre qu'on avait filmé pour pouvoir les rotoscoper derrière, mais un film en entier, c'est hyper impressionnant. Il y a un boulot assez dingue derrière tout ça. Donc on a un artiste star qui influence tout le style du film, tourné avec des acteurs réels et rotoscopés par les animateurs, et pour combler les trous, on utilise de l'animation générée par ordinateur, sur les PC archaïques de l'époque, hein, avec des morphings de toute beauté, comme ici. Sois sage, mon ange.
ici, ou ici, et une baston contre une hydre sublime. Hydre que les animateurs ont d'abord sculpté en argile, puis numérisé et intégré aux ordinateurs sous la forme de modèles filaires servant à l'animation du monstre. Ils ont créé une tête principale et ont pu ensuite la multiplier à l'envi pour un total de 30 têtes dans sa version finale, un vrai travail de titan avec 23 392 points de contrôle d'animation précisément. Oui, précisément. Et un total de 13 animateurs et directeurs techniques qui ont bossé comme des damnés pendant près d'1 an et demi pour 4 minutes de bataille épique comme on n'en avait jamais vu à ce moment-là. Et c'est vraiment ça que j'aime dans le style de ce film. On a toutes les techniques d'animation possibles pour l'époque dans une seule œuvre. De la 2D, de la rotoscopie et de la 3D balbutiante. Toutes les techniques envisageables en 97 pour obtenir l'animation la plus complète possible afin de délivrer le film souhaité. Ça c'est la preuve d'une implication énorme dans le projet parce qu'ils auraient pu se contenter de tout faire en dessin et basta hein. Mais non, ils se sont bougés pour avoir le bon outil pour la scène souhaitée et sont allés jusqu'au bout de la démarche créative dont un grand classique Disney a besoin pour être marquant. Et ça se sent dans tout le film. Pour rappel, histoire de vous faire une idée, le film c'est 3 années rien que pour l'animation. Je sais pas si on se rend bien compte de la montagne de travail, de sueur et d'envie de bien faire derrière tout ce temps et cette énergie. Et ça y est, je vais pouvoir enfin parler de ce que je garde toujours pour la fin, la musique, bordel! Oui, parce que ce qui faisait le charme des classiques de la firme de Mickey à cette époque, c'était bien les musiques et les chansons. Moi, j'adorais ça, et je regrette vraiment que ça se raréfie avec le temps. Et pour Hercule, c'est le grand, l'immense, que dis-je, le colossal Alan Menken qui se charge des compositions. Bon, écoutez, c'est très simple, c'est le monstre derrière quasiment toutes les chansons que vous avez encore en tête aujourd'hui, si comme moi vous avez eu la chance de grandir avec des films Disney. La Petite Sirène, c'est lui. La Belle et la Bête, c'est lui. Aladdin, c'est lui. Pocahontas, encore lui. Le Bossu de Notre-Dame, toujours lui. C'est un tueur atomique, ok le mec. Et pour Hercule, il est parti, comme je vous le disais, sur un mélange de gospel et de R&B des plus appréciables, qui donne la part belle au chant et à la mélodie des voix ô combien envoûtantes des interprètes, avec une mise en avant des instruments avant, notamment des cuivres, avec ce corps envoûtant, des partitions de piano de haute voltige et d'un autre instrument très présent à l'époque mais disparu depuis, une basse qui tabasse. Chantons la naissance d'une étoile, une superstar. Pour moi, il y a 2 œuvres où je trouve que la basse est super bien utilisée, c'est ce film et Le Roi Lion 2. Voilà, je tenais juste à dire que cet instrument me manque. Bon, en plus, bien sûr, il y a des paroles très bien écrites par David Zippel, qui écrira également celle de Mulan et de La Princesse et le Cygne pour la concurrence. Pour moi, c'est vraiment ce qui fait toute l'ambiance et le charme d'Hercule. Ça chante avec ses tripes, puis ça part sur des chansons intimes et romantiques, puis ça décale sur de l'épique à te faire lever ton siège pour demander un Amen. Ça rythme parfaitement le récit, ça envoie de l'émotion quand il faut, ça fait des training montages où on fait chanter des gars comme Danny DeVito avec une aisance qui confine au génie, tant ça doit être compliqué de faire sortir quelque chose de correct à un gars comme lui, pas du tout fait pour la chanson. Enfin voilà, c'est vraiment du grand art, et ça donne ses lettres de noblesse à l'œuvre. En plus d'éveiller ma fascination sur la Grèce antique avec un truc comme du gospel ou du R&B, style musical que j'aurais absolument pas pris pour accompagner le film, mais qui marche du feu de Zeus. De toute façon, Menken, c'est le genre de gars qui arrive sur un projet, demande qu'on lui raconte de quoi ça parle, lève un doigt pour sentir la direction du vent et dit on va partir sur ce style de musique pour le film. Et même si au début ça semble bizarre comme idée, il arrive toujours à faire en sorte que ça colle parfaitement. Un pur génie, un peu trop sous-estimé, que j'adore sincèrement, et je crois que ça peut se sentir dans ma façon d'en parler. Enfin que j'adorais plutôt, parce que récemment il est revenu pour interpréter ses compositions dans des live-action Disney comme ceci. Oh, c'est dégueulasse, merde. Et on sent qu'il est vraiment en pilote automatique. C'est d'ailleurs assez triste à entendre quand on sait le monstre sacré qu'il a été durant les années 90. C'est du gâchis. Un effroyable gâchis. Bon, après, le gars a quand même collectionné les Oscars dans la catégorie meilleure musique et meilleure chanson originale pour La Petite Sirène, La Belle et la Bête et Aladdin, mais malheureusement pour Hercule, il sera nominé en face de la musique des Ailes de l'Enfer, Anastasia, Will Hunting et Titanic, et se fera passer devant par Titanic. Et franchement, ça s'entend. Mais alors, comment le film a-t-il été reçu, me direz-vous? Alors d'abord, il faut préciser que Disney avait mis le paquet pour la campagne marketing de son bébé, avec début 97, une tournée promotionnelle itinérante de 5 mois intitulée Disney Hercule Mega Mall Tour, qui traversait 20 grandes villes américaines avec tout un tas d'activités et d'attractions autour du film. Il y avait même un atelier d'animation animé par le grand Andreas Deja. Et ça, j'aurais aimé pouvoir y participer. Le 14 juin, pour la première du film, ils ont même fait péter les billets pour une représentation de la Main Street Electrical Parade de Disneyland à Times Square, avec tout un parterre de stars de l'époque. Événement qui avait d'ailleurs soulevé des mouvements de protestation, accusant le maire de New York d'avoir vendu la ville à Disney. On va se faire un maximum de pognon. Maximum de pognon? Un maximum de pognon.
Et pour finir, ce classique d'animation a été accompagné d'une campagne marketing hyper agressive avec 85 grandes marques comme McDonald's, Mattel ou encore Nestlé, plus la sortie du jeu vidéo Hercule, sorti dans la foulée du film. Mais après tous ces efforts herculéens pour mettre le film en avant, le film ne rapportera que 58 millions de dollars sur ses 2 premières semaines d'exploitation, loin derrière les 80 millions de Pocahontas ou les 119 millions du Roi Lion. La faute à une année extrêmement concurrentielle. Ouais, l'année 97, c'était un peu de la folie en termes de grosses sorties. Oh, j'ai le droit de vivre un peu. Il finira tout de même par rapporter plus de 250 millions de dollars à l'international, le classant bon dernier en termes de rentabilité pour les classiques d'animation de Disney des années 90. Oui, parce qu'on vivait à une période où il y avait tellement de classiques au cinéma qu'on pouvait se permettre de faire la fine bouche. Il a tout de même eu des retours positifs, avec un score de 83% sur Rotten Tomatoes et une note globale de 7,5 sur 10, avec un consensus critique sur la performance de James Wood, un très bon rythme truffé de références et une volonté saluée de s'éloigner de la formule classique que nous proposait Disney, ce qui lui sera également reproché par d'autres critiques. Ça et son trop plein d'humour. Et pour finir, oui, une suite directe au DVD avait été annoncée, où Hercule et Megara, accompagnés de leur fille Ebe, devaient prendre parti pour un des deux camps dans la guerre de Troie. Mais le projet a été annulé, et heureusement d'ailleurs. Il existe aussi une série appelée Hercule, la série animée, qui relate l'adolescence du héros, de son entraînement avec Phil à ses études à l'Académie Prométhée. Série que j'aurais adoré voir plus jeune, mais maintenant je crois que je suis trop vieux pour la regarder. Il existe aussi une adaptation scénique du film, qui marche d'ailleurs assez bien d'après ce que j'ai lu, et par contre ça j'aimerais bien le voir de mon vivant. Et oui, Disney aurait apparemment une version live action du film de prévu. Bon, pas beaucoup d'infos à se mettre sous la dent pour l'instant, mais apparemment ce serait Guy Ritchie, que j'adore, qui se chargerait de la réalisation, les frères Russo à la production, et Taron Egerton et Ariana Grande pour Hercule et Megara. Et ça me chaufferait grave, parce que depuis Rocketman, on sait que Taron est un très bon chanteur. Et pour Ariana Grande, on le sait depuis toujours en fait. En plus, elle a dit qu'elle adorait le film, alors ça serait vraiment une... Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette que je n'ai pas qu'apparemment ce serait Austin Butler et Dua Lipa. Ouais, pourquoi pas. Enfin voilà, tout ça est amené à changer, parce qu'on n'a pas encore de date pour quoi que ce soit de concret pour l'instant. Et toute petite anecdote pour finir, le film a été assez mal reçu en Grèce. Les locaux accusant Disney de trahir leur mythologie pour faire du pognon. Ils sont chiants. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur cette pépite, qui reste à mes yeux un de mes films d'animation Disney préférés, et sûrement mon top 1 de la génération 90. Après, je suis honnête, il y a quelques défauts, notamment ce vilain malentendu de fin dont j'ai parlé, et une conclusion un peu rapide de l'attaque du Mont Olympe. On sent que ce mélange romantique, comique et épique a parfois un peu de mal à se faire. Mais moi je l'adore quand même. De ces personnages tous plus marquants les uns que les autres, à son style particulier mais hyper marquant, en passant par son humour, qu'on sous-estime trop souvent mais qui m'éclate autant que celui de Kuzco, ou encore son grand méchant que je mets facile en S dans ma tier list des méchants Disney. Bref, moi je l'aime de A à Z, malgré ses quelques défauts, et j'ai hyper hâte de le mater avec mes enfants pour partager avec eux un peu de cette magie que Disney savait nous insuffler, fut un temps pas si lointain. Oui, pas si lointain, enfin le film a quand même bientôt 30 ans. Putain 30 ans! Mais en attendant cet heureux événement et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là, vous invitez à vous abonner, mettre un petit pouce vers le haut, écouter mon podcast, lien en description, laissez un petit commentaire, je vous lis tous, et surtout faites sonner ma grosse cloche. Salut! Hé, Napoléon, on dirait que c'est la fin. Attends un peu, c'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. C'est la fin.